On a travaillé cette session sur trois de mes textes, de trois registres assez différents. Le Masque de Sika, qui est plutôt une comédie dramatique. Une famille ordinaire qui se passe en 1945 dans une famille allemande au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, un texte qui s'appelle Les Lettres à l'Humanité, qui est une succession de monologues, comme ça, que vous connaîtrez, de personnes qui écrivent à des puissants de ce monde pour exprimer leur humanité. Voilà, on a travaillé sur ces textes-là, comme toujours en croissant, articulation, diction, prononciation, un travail dans la dentelle avec eux pour tenir compte de l'objectif premier de ce cours pour eux, c'est se sentir à l'aise pour parler, communiquer et que le théâtre leur permette une plus grande aisance. Ce ne sont pas des comédiens, c'est avant tout des étudiants en langue. Voilà, donc il vous présente le résultat de ce travail qu'on a mis en espace avec des extraits que vous reconnaîtrez. On n'a pas fait une feuille de salle parce que c'est un peu fastidieux. Je pense que vous devrez reconnaître chacune des trois pièces et des extraits qu'on a entremêlés pour créer une dynamique interne. Je tiens à dire, comme je le dis chaque année, que c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas je le fais parce qu'il y a Florian, parce qu'il y a Lourdes, parce qu'il y a Laurent. C'est vraiment l'équipe du croissant qui permet ce que vous allez voir ce soir. Et depuis plusieurs années, c'est toujours le cas, donc je tiens à les remercier. Je tiens à remercier également Daniel Mandé qui m'a précédé, qui a inauguré le début du travail avec eux avant que je n'arrive. Et pour finir, deux recommandations. La première, ce sont les sorties d'urgence. Voilà, une à gauche, une à droite. Pour ceux qui sont en haut, celle du milieu. Les téléphones portables, pas les jeunes, éteints. Voilà, même pas sur le vibreur parce que ça peut déranger. Il y a des micros qui sont branchés, ça peut faire du larcène. Voilà. Et puis, bon spectacle. Merci pour eux d'être venus nombreux pour les encourager. Bonne soirée. Des dessins porno sur papier Bible. La porno érotique. Des dessins érotiques sur papier Bible. Tu crois que c'est gênant? Si, c'est gênant. Chut. Je pensais lui faire plaisir. Je suis entré dans la librairie. J'ai demandé ce qu'il y avait de nu par un célibataire qui aime les belles femmes. Je ne pouvais pas savoir. Tu ne savais pas? Non, je ne savais pas. Alors, il aimait les filles. Tu m'as dit qu'il n'était pas marié. Je t'ai dit ça? Eh oui, tu m'as dit ça. Salut, Pancratio. Devine qui je viens de parler. Prudencio, il nous invite vers rue de presbytère. Attention, soirée célibataire. À ce soir, Philippe. Bien, c'était ton message. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais oui, qu'est-ce qu'on fait? Tu le répètes bêtement. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit ça. Ça ne va pas. C'est de ta faute. Tu dois été plus clair. C'est de ma faute? C'est de ma faute? Il n'est pas croyable ce mec. Ton meilleur ami t'invite après 20 ans de séparation et comme cadeau de retrouvailles, tu lui ramènes un livre porno sur papier Bible. La dernière fois que je l'ai vu, c'était le prince des blagues cochons, le roi des histoires vécues, le sultan de la petite culotte. C'était il y a 20 ans, bonhomme. 20 ans. Tu aurais pu me dire qui était. Comment l'aurais-tu su? Dans ce cas-là, on ne prend pas de risque. On ne bat pas la bouche encore, fier d'avoir acheté le cadeau du siècle, pour finir par accuser les autres de ses propres conneries. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Tu as raison, j'ai fait une erreur. Je le reconnais. C'est pas la peine de réveiller les anges. Restons calmes, réfléchissons. Voilà ce que je propose. Je ne l'offre pas. Tu me dis combien je te dois et nous présentons ton cadeau à deux.
Qu'est-ce que t'as amené? Rien. Quoi? Rien. Je n'ai rien amené. Et pourquoi? Je n'ai pas eu le temps. Ne me dis pas ça! Je n'ai pas eu le temps, j'étais pris de court. Mais une fleur! Tu as vu les saisons, elles sont affreuses en ce moment. Un vin? Une simple bouteille de vin? J'y ai pensé, figure-toi, mais je n'allais offrir une beauté pour deux parce que vous êtes deux, toi et lui. Ça, c'est prévoir ce genre de cadeau. Quand on est, on n'improvise pas. Et ton dernier roman? Tu pouvais lui dédicacer ton dernier roman? Ah, ça, c'est ton principe. Je n'en ferai jamais mes romans. Surtout pas aux amis. Et puis, si ça se trouve, il a déjà. C'est une blague! Comme ça, au moins, je ne prends pas de risque. Saint-Arpagon, priez pour nous. Ah, pardon. Arpagon, avare! Ah, moi. Ratin, radon, rapiette, rein! Quel rapport avec? Quel rapport? Quel rapport? Ton meilleur ami t'habite un peu de 20 ans et tu arrives les bras ballons sans même une fleur ou une bouteille? Avec ça, tu oses m'envoler pour un cadeau inapproprié? Ne viens pas me chanter que dans le doute, tu as préféré t'abstenir. Tu n'es qu'un sale petit tabard. Tu dis n'importe quoi. Ah oui? Prouve-moi le contraire. Prouve-le-moi. Ok. Même si je refuse tes accusations, j'aurais pu faire un geste, c'est vrai. Inutile de faire restreindre ici. On va trouver une solution. Fais-moi voir ce bouquin. Quel bouquin? Ton cadeau, le livre pour nous. Pourquoi? Ce n'est peut-être si grave après tout. Il t'a coûté combien? 500 euros. On peut partager s'il n'est pas vraiment bon, non? Il est érotique. Érotique. Un libraire l'a pris dans le rayon érotisme. Je peux vérifier. Mais aussi, Pourquoi impossible? parce qu'il est invalide. Si tu veux, c'est foutu. On ne peut plus l'offrir. Mais non, puisque je vérifié, c'est offrable ou pas. S'il ne l'est pas, Tu le gardes et tu te fais rembourser. s'il est, En offre. c'est bien ce que je dis. On ne pourra plus offrir sans emballage cadeau. Qu'est-ce que ça peut faire? Un cadeau sans emballage n'est pas un cadeau. On peut en refaire un emballage. Tiens, regarde, du papier journal, des ciseaux, du scotch. Tu veux rire? Je ne vais pas sacrifier le bel emballage de ma libraire à ton voyeurisme libidinant. Ton voyeurisme libidinant. Je trouve suspect ton acharnement à ramener ce livre. Acharne et moi, je essaie de rectifier ta maladresse. Je suis au-dessus de ce genre de littérature. On dit ça, on dit ça. Je me fous éperdument de ton torchon ce Bible. Mais je veux savoir, c'est de l'érotique dur ou de l'érotique mou? Je n'en sais rien. Tu as bien huilé tout de même. Ces femmes, elles sont à moitié ou à poil? Je n'en sais rien, je te dis. Je ne les ai pas vus. Comment ça, tu ne les as pas vus? Je ne l'ai pas ouvert. Tu n'as pas ouvert ce livre? Non, je ne l'ai pas ouvert. Je ne suis pas vicieux. Moi. Tu achètes un livre 500 pétasses et tu ne sais même pas de quoi il parle? On ne parle pas. C'est un livre d'images. Mais tu n'en es même pas sûr. La libraire m'a dit que c'était son plus beau livre de femme nue. Je lui fais confiance. Mais arrête avec ta libraire. Arrête. La libraire a dit que. La libraire a dit que. Et toi, tu dis quoi? Tu ne dis rien parce que tu ne sais rien. Tu fais un cadeau à un vieil ami sans penser à lui, sans te soucier de lui, sans même regarder ce que tu lui offres. Ça s'appelle l'égoïsme, l'égocentrisme, l'égotisme. Tu ne fais pas plaisir, tu te fais plaisir et ton plaisir, c'est de gaspiller 500 pétasses. Voilà ce que tu es, un sale petit bourgeois égoïste qui prend son pied à claquer 100 pétasses. Il arrive. Vite. Qu'est-ce qu'on fait? Rien, on ne fait rien. Pas de cadeau? Pas de cadeau. Ok. Mais dis-moi, on est pas cher ami, cher frère, cher... Prudential souffrira comme au bon vieux temps.
Ce n'est pas parce qu'il est devenu curé qu'on doit changer. Amour, c'est une ville portuaire au fond de l'estuaire de l'Elbe et qui a son confluent avec l'Alsté. Située dans le plaine du Nord, c'est une ville asiatique. Toute l'année, les fortes influences océaniques sur le littoral donnent à Hambourg un climat tempéré, peu de gel, peu de neige, des étés doux, des pluies moyennes. La ville est ancienne. Elle a été fondée sous les Carolingiens. En 1350, elle a connu la peste noire qui a emporté la moitié des habitants. C'est de cette époque qu'on trouve la trace des premiers Abraham. La famille Abraham a traversé l'histoire d'Hambourg. Elle a connu la Réforme. C'est une famille protestante, une famille luthérienne. En 1842, elle a connu l'incendie qui a détruit une partie de la ville. Et plus récemment, elle a connu la guerre et les avions alliés qui ont ruiné Hambourg. Mais Hambourg s'est relevée. C'est une belle ville qui porte le beau surnom de Porte du Monde. Elle a des centres financiers, des centres culturels, un opéra, des universités et toutes ces églises. L'église Sainte-Catherine, l'église Saint-Jacques, l'église Saint-Michel avec ses clochers à lanterne, l'église Saint-Jacques, l'église Saint-Pierre. Hambourg s'est relevée et la famille Abraham existe toujours. Elle habite Altona, près de l'hôtel de ville. C'est une famille allemande. Je m'appelle Vera Abraham. Il est 13h. Oui. C'est long. Oui. Je peux aider? Tout à fait. Je surveille le rôti. Je peux éplucher les patates? Je vais les éplucher. Il faut rincer les haricots? Je finis d'éplucher et je rince. Ça ira vite. J'ai l'habitude. Laissez-moi vous aider. Tout à fait. Vous n'aimez pas qu'on vous dérange. La cuisine est petite. J'ai bientôt fini. Vous n'êtes pas là, s'il vous plaît. Le repas sera prêt. Ne vous en faites pas. Je ne suis pas inquiète. Je trouve qu'ils sont bien longs. Ils en mettent du temps. Il faut ce qu'il faut. Sans doute. Alors, un coup de main. Non, tout va bien. Elga? Oui? Promettez-moi qu'un jour, vous me laisserez entrer dans votre cuisine. Vous êtes chez vous, vous pouvez entrer. Je peux dire, cuisiner. Je suis bonne cuisinière, vous savez. On serait à l'étroit. Et puis, je les habitue. Promettez-moi qu'un jour, vous vous reposerez. Je ne suis pas fatiguée. Laissez-moi votre place. Un seul jour. Pour vous montrer. Vous n'aimez pas ma cuisine. J'aime votre cuisine. C'est trop petit. Je puis juste donner un coup de main. C'est trop petit. On serait à l'étroit. D'accord. Un jour peut-être. C'est ça. Je vais mettre table. Ne vous embêtez pas. Je finis pas ici et je reviens. Ça ne m'embête pas. C'est que nous avons dit. Si tu peux changer le nappe, le serviette, et puis sortir le sachet et le couvert de la semaine. C'est bien du travail. Je vais m'en occuper.
santé. Bien sûr, à part son pied. Il est guéri. Il a toutes ses chances. Vous croyez qu'ils vont le recruter? On verra. Oscar est avec lui. Il sera leur expliquer. J'ai confiance en Oscar. On verra. On verra. On verra. Dites, où sont les verres? Les verres pour les vins? Près des assiettes. Je vois les verres pour l'eau, mais pas les autres. Elles sont là. Je cherche. Je viens. Ne vous dérangez pas, j'ai fini. Il manque juste ces verres. Je viens. Je vais les trouver. Ça ne va pas. Quoi? Ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout. Le nappe, les couverts, les assiettes, tout. Je m'en occupe. Hello, girl. Ne dis rien. Je m'en occupe. Vous avez oublié le couvert de la petite. Elle est chez les voisins. Elle ne rentre pas déjeuner. Elle est invitée. Sa copine m'a invitée. Dites, Helga, dites ce que vous pensez. Je ne suis pas sa mère. Vous êtes sa première? Dites. Votre fille n'aime pas ma cuisine. Pourquoi dites-vous ça? Je le dis parce que c'est vrai. Cette petite n'est jamais là. Jamais à l'heure du repas. Vous exagérez, Helga. Vous exagérez. Son compte que Oui. vous ne savez comme moi. Ça ne plaît pas à son père. Julius? C'est lui qui vous l'a dit? Et qu'est-ce qui ne lui plaît pas? Ce ne sont pas mes affaires, c'est votre mari. C'est aussi votre fils. Alors dites. Ça ne lui plaît pas beaucoup qu'une petite fille de 3 ans soit tout le temps dehors. Chez les voisins, chez la voisine. Ce n'est pas bien. Ça ne se fait pas. Elle n'a que 3 ans. Elle doit rester ici, avec sa mère, et manger dans sa maison. C'est ce que dit Julius. Ça ne lui plaît pas. Et vous croyez que ça me plaît à moi qu'il peut marier et abandonne femme et enfant pour aller s'engorger? Personne ne vous le chercher. Personne ne l'a obligé. Personne ne l'a forcé. Personne. C'est qu'on lui demande, c'est d'être un bon père et bon époux. Mais lui, il va se proposer. Il se porte volontaire. Volontaire. Et vous croyez que ça me plaît beaucoup? Ne criez pas, Dora, ne criez pas. Monsieur le maréchal, Je vous écris de Verdun, la guise où, depuis plusieurs jours, nous menons l'assaut contre l'ennemi. Du fond de ma tranchée boueuse, je profite d'une accalmie passagère pour vous envoyer cette nouvelle lettre. Je sais que cette fois-ci non plus, vous ne me répondez pas. Vos multiples occupations du moment sont dues à cause de vos silences. je vous comprends. Vos silences ne me gênent pas. Ils me rappellent ce que ma grand-père, un homme sage, juste et humain, qui ne parlait pas beaucoup, mais qui savait écouter. Je sais que vous m'écoutez, et cela me va. Alors, si vous n'avez pas d'inconvénience, je vais vous écrire une dernière fois, et vous allez m'écouter. Une dernière fois. Une dernière fois, Une dernière fois. Monsieur le maréchal, depuis le commencement de cette guerre, nous avons tous connu les rois, la femme, la peur et tous les camarades qui se sacrifient. Mais je vous le dis, Verdun, la guerre de Verdun c'est différent. Verdun c'est la mort. Nous allons mourir. Nous allons tous mourir. Avant que de partir, j'ai une requête. On dit aussi une dernière volonté.
Je sais que vous pouvez me l'accorder parce que vous êtes un homme sage, juste et humain. J'aimerais si c'est possible que ma dépouille ne reste pas ici, à Verdun, en France, en terre étrangère. Pardonnez-moi, monsieur le maréchal. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. L'Allemagne est une guerre contre la France. La France est un empire. L'empire fait des colonies. Les colonies sont français. Le Sénégal est une colonie. Et moi, je suis français. Lorsque la guerre a éclaté, je me suis dit, moi, Djibril Diop Mambéty, petit-fils d'Ousmane Diop Mambéty, fils de Fatoumata Mambéty, né une sur la bord du fleuve Sénégal, un bélier sévère, j'ai le devoir d'aller défendre mon pays, la France, contre l'ennemi. C'est un devoir et un honneur. Et je suis parti la fleur au fusil, non pas de la gare de l'Est, mais de Dakar, comme tirailleur du Sénégal au service de la France. Et depuis 1914, je me bats aux côtés de nos frères sénégalais, aux côtés de nos frères bourguignons, assassins ou lorrains. Nous nous battons dans cette guerre qui n'en finit pas. À la guerre, il y a le bruit, il y a la faim, il y a le bruit de mortier et les cris des soldats qui se mordent. Et il y a Fabien. Je vous ai parlé de mon ami Fabien Jaurès. Nous avons passé, Fabien et moi, de longues soirs à palabrer. Il palabre bien, Fabien, il palabre bien. Celui qui m'a donné le goût de la France, il m'a parlé du vin, du bon vin de Bordeaux, qui m'a rappelé le vin de Parme qui pisse une outre sur le marché de Casamance. Il m'a parlé du fromage, du camembert en meuse laiteuse, qui m'a rappelé le chèvre russe de Zickenshire. Il m'a parlé de Gaulois, des fiers guerriers qui se perdaient la tête et qui ne sont pas sénégalais. Oui, c'est ce qu'il a dit. Les Gaulois ne sont pas sénégalais. Je ne l'ai pas cru, monsieur le maréchal, je ne l'ai pas cru. Parce que moi, j'aime bien l'idée d'être français. J'aime bien d'appartenir à un pays de vin, du fromage et d'inceste aux cheveux gras. J'aime la Touraine et la petite maison de pierre. Une petite maison d'après la guerre. Mais, voyez-vous, Fabien m'a mis le trouble. Fabien, et puis André, et Jacques, et Anatole, au long de longues nuits à palabrer que nous tenons, au clair de la lune, dans le paysage désolé de Verdun la pluvieuse. Ils nous ont mis le doute. Nous, les tirailleurs sénégalais, et beaucoup parmi nous se demandent ce qu'ils font là, en première ligne, dans les tranchées de Verdun. Qu'est-ce qu'on fout là? Oui, c'est ce qu'ils disent. L'Allemagne est contre la France. Le Sénégal n'est pas la France. Nous ne sommes pas français. Nous sommes sénégalais. Nous sommes sénégalais. Pardonnez-moi. Je vous répète ce qui se dit. Je vous répète surtout. Pour ma part, français je suis, français je reste. C'est pour la France que je me bats, c'est pour la France que je me meurs. Avant que de mourir, je vous demande une faveur. Promettez-moi, monsieur le maréchal, une sceptre en terre française du Sénégal. Je veux rentrer au Sénégal. Je veux être enseveli au pied de la rivière de Fimela, où le soir venu, le lamentin vient s'arrover. Je veux entendre le chant de funèbre du moisin qui monte au-dessus de Dakar, ma ville aux mille mondiaux. Je veux revoir Gorée, l'île de départ et qui attend notre retour. Je sais que vous m'exaucerez, monsieur le maréchal, parce que vous êtes un homme juste et humain. Votre très dévoué, Djibril Diop Mambéty. Et tout prêt? Ah, tout est fou, il est fou. Vraiment fou. Je suis content qu'il te plaise. Il ne fait pas. C'est le moins des choses. Peut-être, mais rien ne t'oblige. Hein, Philippe? Ah oui, rien ne m'oblige. Et en plus, ça m'a fait plaisir. C'est en décembre j'avais prévu. Nous avions prévu quelque chose, mais nous n'avons pas eu le temps. Aucune importance. Ça te va bien de dire ça. Tu nous accueilles, tu nous reçois.
Tu me gâtes. Pour sûr, on est gâté. Oui, que je te répète que ce n'est pas grave. Oui, mais toi, tu l'as fait. Alors, nous Nous n'avons pas eu le temps. C'est son façon. Ah, je suis confus, je suis gêné, affreusement gêné. Bon, il te plaît pas. S'il me plaît, C'est l'essentiel. Tu dis merci et on n'en parle plus. Il n'en est pas question. C'est la charge de revanche. Ça relève de la plus élémentaire des politesses. À présent, je t'ai heureux. Je te connais mieux. Je veux dire ton cadre de vie et tout ça. Je vais trouver, nous allons trouver, Philippe et moi, ce qui convient. Des Bibles, des crucifix, des migrants, entourages. Ah, je connais un excellent libraire qui a des qualités qui est de très bon. Entourage, tu as ma n'est-ce pas Philippe qu'il a l'autre? Puisqu'il te dit que ce n'est pas la peine. Philippe! Tu as ma parole. Si ça vous amuse, allez, Philippe, ouvre le tien. Dis-moi, Horatio, as-tu lu mon dernier roman? Pas vraiment. Oui, mon nom. Non, je ne l'ai pas lu. Et toi, Horatio? Non, plus, mais il est hors de question, tu vois. On a fait un vrai... Et le précédent. Avez-vous lu mon précédent roman? Je dois avouer que non. Je ne demandais pas mieux, mais ils sont introuvables, tes romans. Qui ton éditeur? Je cherche à venir. Ah, je prends l'autre et je vais demander à ma libraire de les vendre. Tu renseignes quoi là? Rien du tout. Je cherche à venir avec une jeune maison. Certainement. On éditeur rare. On a du sang. On a dessus. Ah, c'était bien. Un beurre qui franchit le système commercial et le magasin. C'est entendu. Alors, si ta confiance de libraire n'offre que des livres prenants, ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute non plus si je pouvais te naver dans la clandestinité. Ah, tu entends bien, tu l'as dit, elle a dit que je suis nul. Il est complètement carré. Horatio, tu connais tes romans? Je n'y vois pas malice. Bien, au contraire, ils ont rattrapé et t'ont fait un critique constructif. Quel que soit l'éditeur, nous aurions dû te lire plus tôt. Excuse-nous. Bon, Philippe, me demandez si j'avais lu son dernier roman. Exactement. Mais nous lui avons dit non. Parce que si tu avais lu toutes mes œuvres, tu ne saurais pas pourquoi, en dépit de l'extrême de gentillesse de geste, je ne peux pas accepter ton nom. Alors, bon, voilà autre chose. Qu'est-ce qu'il en manque encore? J'apprécie l'intention, mais c'est non. Explique-toi. Ça serait long. Mais encore? Lis-moi, tu comprendras. Ça tourne à l'obsession. Je ne suis pas un étranger, Philippe. C'est un principe fondamental. Hey petit, Je ne comprends vraiment pas. Tu devrais, toi qui es homme de conviction, tu ne vas quand même pas comparer la foi à tes caprices. désolé, je fais que je peux. Je n'en reviens pas. Je m'attendais à tout. Laisse-moi. Philippe, prends ce paquet. Horatio, je n'apprécie ton agressivité. Mon refus n'est pas un caprice. En fait, c'est une philosophie. Mon choix d'être. C'est de pire en pire. Je suis déçu. Ah, tu as gagné. Désolé, je dis plus rien. Ah non, c'est trop facile de se donner du mal pour réussir cette chose. Donc, qu'est-ce que nous avons? En ce cas, paye ce paquet. Ouvre-le toi. Mais c'est le tien. Je te le donne. Ça vous va? Je te l'offre.
Culot, quel culot! Race, Prudencio, ça ne me gêne pas. Je n'en veux pas, moi. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Prudencio, j'ai fait ce que j'ai fait. Je n'en veux pas. Je ne t'en veux pas. Laisse-moi faire. Oui, prends ce panier et ouvre-le. Non. Prends ce panier et ouvre-le. Non. Une dernière fois. Prends ce panier et ouvre-le. Non. Tu l'auras voulu. Cher Clémence, en te remerciant vivant et ton accueil, Philippe se joint à moi. Est-ce que tu joues pas? Non, c'est nous avons acheté. Et le gêner. Qu'est-ce que tu me cherches? Tu es compassion. Répondez-moi. De quoi parlez-vous? Monsieur le juge du conseil de guerre, vous avez mandaté les sergents William de Washington pour enquêter sur l'incident survenu dans notre caserne le 16 septembre 1926. Le procès verbal qu'ils ont établi et que vous allez recevoir fait état d'une tentative de désertion. Je suis profondément navré qu'une simple vue prenne par les ailes du capitaine Owen une telle proportion. En effet, il ressort des articles 218 et 214 du Code de justice militaire des États-Unis d'Amérique que par cet acte, je suis passible d'une sanction, d'une très lourde sanction, mon rapatriement dans le Mississippi. Je ne veux pas quitter la Rhénanie. Je ne veux pas quitter la Rhénanie. C'est la raison qui me pousse, en dernier recours, à vous écrire pour vous expliquer les motivations profondes de cet acte. Premièrement, je reconnais les faits. Dans la nuit du 16 septembre dernier, j'ai escaladé le mur de la garnison. J'ai été interpellé. J'ai été mis aux arrêts. Au sergent venu m'interroger, j'ai répondu que je me rendais en ville pour voir les filles. Ma peur. C'est avec stupeur et indignation que j'ai appris, tout comme de milliers de femmes aériennes, l'ignoble complot dont vous avez été la malheureuse victime ce funeste jour du 20 juillet 1944. Comment ont-ils osé porter atteinte à votre personne, osé fomenter une conspiration contre vous, la lumière, le guide, celui qui nous mène avec assurance vers une victoire certaine. Ils ne sont pas nôtres, ils ne sont pas allemands, et ils méritent d'être pendus haut et corps. Cet abominable incident prouve une fois de plus que la pureté de notre cause, comme celle de notre race, est une pierre précieuse qu'il nous faut protéger de nos ennemis, de tous nos ennemis, ceux de l'extérieur comme de l'intérieur.
Nous, les femmes ariennes de Duisburg, nous savons que la victoire est imminente. Recevez tous nos encouragements, notre force et notre admiration dans l'épreuve que vous vivez. Je ne doute pas, mein Führer, que vous saurez châtier les coupables, comme vous le faites si bien pour ces chiens de cigane, ces cafards de juifs, ces sales nègres. Soyez assurés, mein Führer, de mon indéfectible soutien. Votre très dévoué, Eva Kruger. Deuxièmement, je m'en allais rejoindre ma petite dans la mois. Ici, les gars m'appellent le joli cœur parce que les petites Renan, elles sont toutes folles de moi. Je n'y suis pour rien, c'est la faute à la guerre. La toute première, Irma je crois, elle n'avait pas du bois d'homme depuis longtemps. Alors forcément moi qui n'avais rien d'exceptionnel, moi qui étais plutôt du genre missionnaire pépère, elle m'a taillé une réputation. Alors les filles, elles défilaient et elles demandaient toutes Michael. Et moi, que voulez-vous? Je n'ai pas de nom fille. J'étais un joli cœur jusqu'au jour où j'ai rencontré Eva. Eva, c'est de l'amour. Eva, c'est du bonheur. Eva, c'est le temps qui s'arrête pour nous dire que Duisburg est la plus belle ville du monde, parce qu'elle a vu naître cette fille aux pieds si fins, si doux, et qui sent bon les caresses du petit matin. Vous comprenez pourquoi, monsieur le juge, je ne peux être patrié. Et cette escalade, je vous l'avoue, ce n'était pas une fugue de plus. C'était une désertion, un départ. On a dit aux âmes et à l'Amérique qui ne me manquent pas, qui ne me manquent plus, depuis que j'ai trouvé ma géographie au pied de cette fille. Post-scriptum. Je saisis l'occasion de cette lettre pour vous rappeler le bon souvenir de mes deux enfants. Souvenez-vous, voilà un peu plus d'une dizaine d'années qu'on me les a enlevés. Ils n'avaient alors que 8 ans. Je n'ai aucune nouvelle. Souvenez-vous, c'était au lendemain de la Première Guerre. Notre pays, à genoux et humilié dans l'attente de votre glorieux événement, était occupé. Notre région, la Rhénanie, était envahie par des étrangers de toutes sortes. Anglais, Américains, Français. J'étais une jeune femme naïve. J'ai été abusée par un soldat. Il m'a fait 2 enfants, des jumeaux, Karine et Valentin. Karine, c'est ma fille. Elle a les plus beaux petits pieds qu'un enfant peut posséder. J'ai passé les 8 premières années de sa vie à lui masser les pieds. Elle est douce, volontaire, sensible et se doit d'être aujourd'hui une bien belle jeune fille. Valentin, c'est mon fils. C'est un Allemand trompé, solide, rigoureux, un enfant protecteur. Il est né pour protéger sa mère, sa sœur, sa patrie. On me les a enlevés et j'aimerais bien, mein Führer, qu'on me les rende. J'aimerais bien qu'on me rende, tu petit bâtard. Mes bâtards des Rhénanie, comme on disait à l'époque. Rendez-moi Karine, rendez-moi Valentin, rendez-moi pour l'amour de Dieu. Mein Führer, j'en appelle à votre humanité pour me les retrouver où qu'ils soient depuis plus de 10 ans. Ils sont grands maintenant. Vous saurez les reconnaître, assurément, vous les reconnaîtrez. Ils sont blonds, tout blancs avec la racine de cheveux la crépsante de leurs origines américaines. Que voulez-vous que j'aille faire dans le Mississippi? Que voulez-vous que j'aille mener comme autre guerre dans les champs de coton? Ma guerre est terminée. Ma guerre est terminée. Les champs de coton n'ont plus de poésie pour moi. Et dans mon cœur, il n'y a plus qu'une voix qui parle et qui me dit tout bas. Je vous prie d'arrêter, messieurs les juges, mes respectueuses salutations. Soldat Michael Houston de Duisburg.
ses parents l'aimaient. Avant d'entrer en guerre, il travaillait à la marine. Il était employé d'accueil et son travail plaisait. Il était bien noté. C'est une hôtel de ville qu'il a rencontré 2 fois. Elle arrivait de l'Ouest et se rendait à la marine pour des formalités. Il a ouvert la porte, il est tombé amoureux. Pendant la guerre, il revenait en permission. Il me faisait des câlins, il me regardait jouer, il me donnait le bain. C'est ce qu'on m'a raconté. Je ne m'en souviens pas. C'était au début de la guerre. Plus tard, il n'est plus rentré du tout. Il est porté disparu. J'aurais bien aimé le connaître, mon père. Il m'aurait mis sur ses épaules et nous serions partis en promenade. Il m'aurait raconté des histoires de Dieu, des histoires de sorcières, et moi, j'aurais eu peur. Il m'aurait consolé, il m'aurait cajolé, et les choses après-midi d'été, nous serions allés, nous baignions dans les eaux tièdes de l'aile. Il m'aurait recommandé aussi pour apaiser mes impatiences d'enfant. J'aurais bien voulu connaître mon père. C'est mon grand-père qui s'occupait de moi. Mon papy Abraham. Il m'a veillé les nuits de théâtre. Il m'a bercé des vieilles chansons. Il m'a pris le nom de fleur. Il m'a dit le plus important. Mon père était un homme de bien. Vous reprenez de la soupe? Je veux bien, elle est bonne. Oscar? Ça fait plaisir. Ça te plaît? J'espère que ça te plaît. Elle est bonne, votre soupe, Ava. Vous ne mangez rien? Ça va. Vous devez manger de temps en temps. Ça va. Vous m'expliquerez la recette? Ce n'est qu'une soupe. Ma mère faisait de bonnes soupes. Elle faisait de toutes sortes, en toutes saisons. On l'appelait la soupière. On disait la soupière comme regardait l'endière. Elle en connaissait une grande variété. Enfants, nous n'aimions pas le soupe. Les enfants n'aiment pas le soupe. J'ai tout de même appris. J'en connais quelques-unes. Je pourrais vous en préparer, s'il vous plaît. Vous voulez bien? Au revoir. Quoi? Vous voulez bien que je vous en prépare? Quoi? Une soupe à ma façon. Pourquoi faire? Pour montrer, juste pour montrer. Vous n'aimez pas ma soupe? J'aime votre soupe. C'est une proposition. C'est dommage à vous, mais nous avons nos habitudes. C'est pour découvrir, pour goûter autre chose. C'est gentil, mais Oscar n'apprécierait pas. Moi, je me très bien de une de vos spécialités, une soupe de chez vous. J'aimerais bien une chose. On a frappé. Oscar, on a frappé. Les voisins, peut-être les voisins. Il y a quelqu'un dehors. Elle nous ramène la petite. Elle n'arrive pas à s'endormir. On ne sait jamais, c'est dangereux. À moins que... Va voir, Oscar. Julius. Julius? Oui, c'est Julius. Julius? Tu savais qu'il est rentré? J'aurais préparé. Je lui aurais préparé ce qu'il a. Tu savais, tu n'aurais rien dit.
Bienvenue chez toi. Oh, dans ton bateau. Tu as soif? Tu as faim? Tiens, tu as changé. Alors raconte. Je suis vraiment fatigué. J'aimerais embrasser des rats et aller me coucher. Je change les draps. Détends-toi. Je vais faire un massage. Dans ton verre. Je vais n'as pas faim. C'est très long. Tu n'es pas écrire. Allez, raconte. Mademoiselle, je vous écris cette lettre sans trop savoir à quelle adresse l'envoyer. Je vous l'écris en supposant que vous êtes en route vers votre continent d'origine. Afrique, Asie, je ne sais pas. Je vous écris quand même. Je suis le préfet de Gironde. C'est à moi que vous devez votre expulsion du territoire français. Vous étiez sans papier. J'ai appliqué la loi. Je vous ai expulsé. Et c'est de la solitude de mon bureau que je prends le temps de me poser pour penser et pour vous dire combien je vous tiens rigueur. Sur mon bureau, il y a des livres. Code civil, code pénal. Ce sont des livres austères. On y trouve des articles et des arrêtés. Ils régissent nos vies, notre cadre de vie, le vôtre comme le mien. Enfin, lorsque j'étais enfant, je lisais d'autres livres. On les appelle des romans. Dans les romans, il y a des histoires, des récits, des aventures et des personnages. Enfin, lorsque je ne mets pas dessus, tout, c'était le personnage. Lorsqu'il est réussi, un personnage, c'est comme une fiche d'identité. Il y a la photo qui me dit à quoi vous ressemblez et comment vous êtes jeune et belle. Il y a votre date de naissance qui vient corriger la photo. Vous n'êtes plus si jeune que ça, mais toujours aussi belle. Il y a votre nom qui peut être ici, mais pas ce qui vous concerne. Et forcément d'ailleurs, avec ses labiales et ses palatales si éprouvantes à prononcer. Il y a votre prénom, qui sous toutes les latitudes disent en résumé l'histoire des femmes de votre famille. Grand-mère, grand-tante, tante marin. Il y a nos yeux qui peuvent prendre toutes les palettes de couleurs du ciel et de la terre. Et votre taille qui laisse imaginer la longueur de vos bras et le poussée des jambes. Et votre sexe que je sais dense et mystérieux, comme tous les sexes de femmes. Oui. Le seul plaisir qu'il me reste aujourd'hui, c'est de lire des papiers d'identité. Et peu m'importe qu'ils soient en règle ou non. Vous auriez eu des papiers périmés, dépassés, trafiqués et même grossièrement faux. C'est cela que je préfère. Je vous aurais régularisé, mais vous étiez sans papier, Comprenez-vous ce que cela signifie pour moi? Mesurez-vous la détresse qui est mienne depuis votre départ? Sans vos pièces d'identité, sans ce simple geste d'un passeport, conduire comme une femme impudique offre son intimité.
Il n'y a plus d'enfance, plus d'invitation au voyage, et la force de ce que l'on ne saura jamais. Il n'y a plus de rêve, d'invitation au rêve. Il n'y a plus ce que cette solitaire qu'on viole donne vie, toute impunité. Vous étiez sans papier. J'ai appliqué la loi. Vous êtes expulsé. Buenos días, señor Schwarzenegger. Je m'appelle Toro, Benicio del Toro. Je vous écris depuis le centre de détention de Nogales à la frontière du Mexique, mon pays, et celle de l'Arizona des États-Unis d'Amérique, votre nouveau pays. Nogales, le désert, le soleil, le ciel bleu à perte de vue, la poussière, et puis il y a nous les clandestins, los immigrantes, arrêtés au Texas, au Nouveau-Mexique, en Californie et en attente d'expulsion. Nogales a l'air venir, passer, marcher sous le soleil et se tenir prêt pour le retour. Le retour aux États-Unis d'Amérique. C'est à Nogales, Seigneur Schwarzenegger, dans la télévision de Nogales que j'ai entendu votre déclaration à la candidature de gouverneur de la Californie. El gobernador, je sais que vous allez gagner. Vous êtes un vainqueur, Seigneur, un héros. Là-bas, dans mon pueblo de Termino, j'étais le seul à recevoir vos images. Le soir, tout le village se retrouvait chez moi pour les regarder, pour vous regarder. Quand vous étiez là, si grand, si fort, si musclé, le monde s'arrêtait de tourner. Arnold Schwarzenegger, je suis votre traducteur officiel. Je suis votre premier fan et cette année, je suis le grand gagnant des Schwarzenegger Pursuit. Il s'agit d'un jeu sur le modèle de Trivial Pursuit. Chaque année, le maire del Termino choisit une estrella, un star américain. Il s'agit de répondre à des questions, toutes les questions sur la star, sa vie, ses films, les répliques de ses films. Cette année, j'ai proposé votre nom. Le gagnant obtient le droit d'immigrer vers les États-Unis. Mais quand j'ai proposé votre nom, le maire, un imbécile, a hésité. Il a dit que vous étiez peut-être une star, mais que vous n'étiez pas vraiment, comment dire, américain. Il a dit que c'est à cause de votre accent, un accent étranger, immigré, pas vraiment américain. Le disgraciado. Le conseil du village a voté. J'ai participé, j'ai gagné, je suis parti. Ils m'ont arrêté, ils m'ont pris, ils m'ont expulsé. Je ne peux pas rentrer au village. Impossible, impossible. À la première occasion, je pars, je repars. J'en ai le désir, j'en ai le devoir et rien. Rien, vous m'entendez, me pourra empêcher de vivre mon rêve américain. Monsieur Schwarzenegger, j'ai besoin de votre protection. Avant que vous ne deveniez un homme politique important, gouverneur du puissant État de la Californie, je vous écris pour vous demander votre protection. Alors que je vais passer la frontière, je vous serai très reconnaissant de revêtir une dernière fois vos habits de super-héros pour me protéger de tout le danger et de la mort. Je compte sur vous pour me protéger. Je compte sur vous. Hasta la vista, señor Schwarzenegger. Votre très dévoué, Toro, Benicio del Toro. Bienvenue. Aujourd'hui, Blanchette est morte. Blanchette. Le conte n'est pas du comte de Ravensbrück.
Une tache noire dans la neige du camp et qui tombe de la tête première dans les flocons retenus. Morte de fatigue, Blanchette, même pas son nom. À peine son nom pour cette femme arrivée de nulle part et qui s'en est allée comme elle est venue. En silence. Un silence assourdissant. Qui dira jamais l'histoire de cette femme? Qui fera le récit de ses origines? Qui dira les doigts croisés? Son horizon final avant la chute finale dans une fosse commune. Personne. Personne. Et certainement pas nous. Nous qui l'avons vu la toute première fois dans le convoi au départ de Limoges, en partance pour Hambourg, elle était là, avec nous, parmi nous. Enserrée, entassée, grande tache noire au milieu de nos blanches silhouettes, silencieuse déjà. Mystérieuse toujours, et ce regard au-dessus de l'horizon qui nous indiquait la route vers son pays natal. Un regard indéchiffrable, aussi indéchiffrable que son nom qu'elle s'était tuée et nous appelait et que nous n'arrivions pas à prononcer. Désespérément. Voilà comment dès notre arrivée nous l'avons surnommée Blanchette. Aujourd'hui, Blanchette est morte. Ce n'était pas méchant. À peine affectueux et tellement plus commode à prononcer. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle ne parlait pas du tout. Et dans notre bloc l'homme civilisé, elle était perdue, totalement perdue. Pourtant, dans une vie passée, elle avait dû être intelligente. Elle a vite compris comment se marchait dans le camp, ce qu'il fallait faire pour éviter les coups et les maltraitances. Ce qu'il voulait dire pour protéger sa peau brune des intempéries. Elle disait « j'ai faim ». Elle disait « j'ai froid ». Et c'est à peu près tout. Alors nous lui partagions le pain et nous nous arrangions autant que possible pour lui épargner les travaux hostiles. Lorsque nous rentrions, des carrières de pierre ou de l'arrachage de souches d'arbres et nous la retrouvions endormie, non parlante. Elle ouvrait ses yeux et elle nous disait « j'ai faim, j'ai froid ». Pourtant, dans une vie passée, elle avait dû être servante au service d'un diplomate ou quelque chose comme ça. Elle nous rapiéçait les robes. Elle nous nettoyait la boue, elle nous arrangeait les paillasses et c'était plaisant de rentrer le soir dans un bloc propre et un peu moins gris. C'était naturel chez elle, une manière de reconnaissance pour nos attentions, pour notre bienveillance à son égard. Mais nous n'arrivions toujours pas à prononcer son diable de nom. Dire que c'était impossible. Et on en criait et on riait, et puis une de nous qui avait été comédienne prétendait que son nom était si compliqué qu'il était digne d'un exercice articulatoire. Ce n'était pas méchant, à peine mauvais et tellement drôle dans notre misère. Pourtant, dans notre vie, elle avait dû être susceptible. Nous sentons mauvais. Nous sentons mauvais. Le sueur, les transpirations, les urines et le traces de nos cheveux qui s'accumulent avec rien pour nous laver. Nous sentons mauvais, mais Blanchette s'entend tout particulièrement mauvais. C'est normal parce qu'elle avait peur de l'hiver et qu'elle restait confinée. Elle manquait bien de douche mensuelle. C'était intenable. Nous lui avons ramené du savon, un précieux morceau de savon pour qu'elle prenne une douche purifiante pour qu'elle sente bon. Elle s'est vexée, elle s'est incolorée et elle nous a insultés. Nous ne le comprenions pas. Nous ne le comprenions pas, mais c'était des insultes d'une violence, d'une force, d'une beauté propre dans un dialecte qui chante le Niagara. Le chute de Niagara de cascade sur nos vieilles poses assidues et ces insultes arrivaient comme une clameur en plein été, criolant, dégoulinant,
et cette femme était princesse au règne d'Absini. Elle hurlait, elle tempitait, debout le port entière, à s'en exploser la gorge, et nous fléchissions des yeux sous son autorité. Nous avons pleuré. Nos corps ont éclaté de joie pour cette chante profane, pour cette alléluia barbare qui a le temps d'une engueulade nous donner du bonheur, un bonheur infini. Et puis, elle s'est tue. Silence. Elle est sortie, elle a titubé, elle est tombée. Blanchette est morte, une négresse est morte. Qui était-elle? D'où venait-elle avec ce nom en prononçant? Nul ne le sait, mais après tout, quelle importance? Un mort de plus, un mort de moins. En 1943, qu'est-ce que ça veut dire en champ de l'humanité? Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, absolument rien. Pourtant, nous qui l'avons vu mourir, nous qui l'avons vu s'incliner avec la tête première dans la neige du champ blanc durant Ravensbrück, nous pouvons témoigner qu'il n'y a rien de plus insolite qu'une femme noire enfantrée dans la neige en plein hiver. Aujourd'hui, Blanchette est morte. La quinte négresse du camp de Ravensbrück, une tache noire dans la neige du camp qui tombe la tête première dans le flocon contenu, morte de fatigue. Blanchette, même pas un nom. À peine un surnom pour cette femme arrivée de nulle part et qui s'en est allée comme elle est venue, en silence assourdissant. Qui dira jamais l'histoire de cette femme? Qui fera le récit de ses origines? Qui dira le doigt croisé son horizon final avant la chute finale dans une fosse commune? Personne. Personne. Monsieur le Président de la République, le samedi 27 octobre 2005, à Clichy-sous-Bois, au milieu du matinée, Ziad Ben, 17 ans, et Bouna Traoré, 15 ans, sont morts dans un transformateur EDF, alors que la police, selon les avocats des familles, les pourchassait. Humainement, 3 semaines seulement sont suivies. Aujourd'hui, un hommage leur est rendu. Le peuple de tous sages est debout sur la petite colline en face du collège, un bâtiment blanc, où sont écrits les noms. Liberté, égalité, fraternité. Le père désire bon et noble. Il essaie de parler, de dire quelques mots. Il n'y arrive pas. Un chant monte comme un prière, un chant oral. Silence, un autre chant. Il est défoncé. Ami, attends-tu le bruit sort du pays comme un chant? Sur une stèle écrit, 12 enfants ont quitté la terre, mais 12 anges sont entrés au paradis. Apaisement, c'est le mot d'ordre. Il est entendu, mais jusqu'à quand? Le fou s'étend cependant. Elle se dit attirée par la lenteur de l'enquête. Elle déplore que l'affaire traîne pour cette catégorie de Français où les gars ont dit tout et n'importe quoi. C'est pourquoi, Monsieur le Président, elle en appelle à votre sens du droit et à votre humanité, pour rassurer les uns et calmer les autres. Mais peut-être manquerez-vous d'inspiration pour tuer les mots justes, qui répondent aux attentes de ceux qui se posent mille et une questions à propos de cet événement et de bien d'autres. Nous permettons de vous conseiller la lecture de quelques réactions prises ci-dessus, cachées sur le toit, souvent anonymes. Elle révèle de manière évidente.
l'état d'esprit d'une partie de nos concitoyens et l'importance de la facteur qui s'est installé au sein de la population. Je ne connaissais pas M. Pena et Trophée, donc difficile de dire qu'il me manque. Leur mort est tragique, certes, mais il va bien falloir qu'on se pose la question. Qu'avait-il fait pour se résoudre à aller se réfugier dans un transformateur? C'est pour banal tout de même. Qu'avait-il fait? Et nous, c'est le silence que nous voulons exercer souvent notre cœur qui traverse l'âme jusqu'à son propre seuil du même mouvement d'oiseau qui pose une danseur sur son lit de lumière. La France n'est pas d'État policier, et lorsque je me promène et que je vois des patrouilles de police, je ne vais pas me refuser sous un porte-cochère. Deux éléphants qui prennent la police pour se réfugier dans un transport EDF. C'est parce qu'ils ont prouvé douage et commis un vol. Le premier débat de la démocratie est c'est la campagne de protection à nos mères, à nos femmes, sécurité à nos filles et nos fils. Protection, sécurité. Si je n'ai pas été protégé, il n'était pas en sécurité. C'est injuste, c'est indigne, profondément indigne de la démocratie. Mais deux femmes sont entrées dans cette radio. On remarquera une couture religieuse qui a précédé à la rédaction de sa phrase. Quand un enfant en ses bas âges ouvre une journée mère, le devient ange et va au paradis. Elle est irresponsable et n'a commis aucun péché. Il est bien évident que cette condition ne s'applique pas à des ados des 15 ou 17 ans qui ont accompli leur de première vie, qui ont bien entendu péché et qui, par conséquent, ne peuvent pas les seuls près de leur mort fréquente au statut d'ange et à l'entrée au paradis. Oh, les pauvres esprits, le royaume de Dieu leur appartient. Les maris et les anges, et les forces de l'ombre qui les poursuivaient ne sont pas des démons. Ils sont les victimes d'un tragique accident, dont les responsables doivent être sanctionnés. Le chant des partisans. Comment osez-vous rapprocher des amitiés mettant le feu à des maternelles, alors même qu'ils bénéficient de la solidarité nationale dans une France libre? À des jeunes, tels Guy Moquet, morts pour la liberté de notre pays, comment osez-vous confondre des racailles et des héros? Je propose que le 27 octobre soit déclaré journée commémorative des transformateurs de France au EDF. Cette question ne suit pas la pression de la pression nazie, mais la pression au régime qui s'ensuit sauf le but compris. Ce régime libéral synonyme du agriculteur pour les hommes et du crime des coups d'intonie pour les autres. La cité des bonheurs, toujours dans l'eau, ça va continuer. Mais le but, c'est sûr, ça va inciter l'embauche. En politique, contrairement au porno, on est incapable de placer un chat ou une chatte. Qu'est-ce que vous faisiez, mes jeux à 15 ou 13 ans? Vous étiez blanc comme neige? Je n'étais pas blanc comme neige, vous-même ou l'autre. Simplement, si j'avais eu la bêtise d'entrer dans un transformateur, bien que sachant lire les avis de danger et les interactions formelles, grâce à l'école généreusement payée par le République, et si j'avais été brièvement placé par voie de conséquence, il ne me serait pas venu à l'esprit d'en accuser la police, le clique nazi, les autres libéraux ou le président de la République. Je m'en serais pris à moi-même. Ces deux gamins ont une police, ont une preuve de la police qui les poursuivait comme nous aussi à leur âge. Et souvent, groupe de Picardie, et votre exagère sur les anges, vraiment. Est-ce qu'il vous arrive, même si vous êtes de droite, de penser parfois avec votre cœur plutôt qu'avec votre tête? Vous me demandez de trouver des circonstances atténuantes pour ceux qui vivent dans des conditions difficiles, même lorsqu'ils font des bêtises. Moi, je dis à ma nous vivons dans une politique de la circonstance atténuante permanente. Les autres
les médias, la justice, les internautes, les travailleurs sociaux, les assos, la gauche tout entière martèle ce qu'il est décidé que la délinquance est le but de la propriété. Alors que l'échec, à commencer par l'échec scolaire, n'ont comme jamais à celui qui échoue, et toujours à la société qui l'a maltraité. Vous voulez de Margot? Un autre silence, encore plus éloquent, est celui de M. Ivoire. Vous connaissez M. Ivoire? Non, bien sûr, savagement, battu à mort. Battu à mort, savagement battu à mort. Le premier des émettes. Ça, c'est une victime. Pas dommage pour lui. La France n'est pas le cas policier. Et on ne va pas continuer de se voler la face de ce foutu paix. Ce ne sont pas deux gamins. C'est un noir et un arabe qui ont été assassinés par des policiers blancs. Ça se passe comme au stade et on le dit. Ça se passe chez nous. Et on ne dit pas. France, hypocrite. France, raciste. Foutons le feu. Du Zora Junior au calendrier du deuxième national, alors que les deux vieux paisibles, bien de chez nous, sont assassinés dans la rue, sous les yeux d'une foule étrangère. À l'évidence, les Français chez eux sont traités en sous-hommes, même pas bons pour la publique chiant égaré. Faudra-t-il encore accepter longtemps ce mépris fait au peuple de la vraie France? Aurait-on voulu toi-même, à cette France black, blanc, verte, cette France de tous les couleurs et du métissage universel, elle n'existe pas, elle n'existe pas. Pas besoin de me pousser pour trouver le responsable de la mort de ces deux ados. Ils sont morts par leur propre force. Point. Pensons à ces parents, tellement malheureux qu'ils refusent d'accepter leur job personnel pour le rejeter sur les institutions. Dans l'attente de votre réponse, nous comptons, Monsieur le Président Sarkozy, sur votre sens bien connu de la parole qui apaise de redonner à nos banlieues la dignité qu'elles méritent. C'est un masque Yoruba de Sud-Nigeria. Il figure une jeune femme, plus précisément une nubile à peine sortie de la puberté. Regardez comme elle est belle. Étroit visage aux proportions harmonieuses, menton discret, sourcils arqués soulignés de noir, paupières baissées, nez fin aux narines fragiles, bouche entrouverte, lèvres minces et là, sous les yeux descendants pour le jus, admirez la scarification. Douce, précise, on dirait des larmes. C'est magnifique. Splendide. Superbe. Pour Pancracio Felipe et Prudencio de l'art de Siga. C'est tout? C'est tout. Qui l'a déposé? Un jeune livreur. Il n'a rien dit? Rien de spécial. Il a oublié ses clés. Qui d'autre sait que ce soit? Personne. C'est étrange. Siga. Vous connaissez une Siga? Elle nous connaît. C'est peut-être un homme. Monsieur Sika. Monsieur Sika. Le parfum.
Le parfum sur la carte, c'est une femme. Et l'écriture, je reconnais une marque de femme. Quel est le goût d'elle? Du bien. Rien que du bien. Que vous dire ce masque? Est-ce que vous sentez le calme qui est au man? Masque serein. Masque tranquille. Frémissement. Murmure. Murmure du corps qui disent tout bas. Le blé du temps et des douleurs, les peines du corps et l'innocence du masque serein, du masque tranquille. Les années lycée. La poésie. C'était Madame Beauregard. Oh, Beauregard! J'en étais fou! Elle avait cette manière si personnelle de dire le monde, simplement comme une évidence. Le monde, disait-elle, c'est une rose bleue, à portée des lèvres, à portée des mains. Et moi, jeter les roses, évidemment. Ce qui m'impressionnait, c'était sa voix. Une voix dont on peut se l'imaginer des contes du fait. Tour à tour autoritaire et chuchotait. Elle me suivait jusqu'à le soir et se confondait à mes sommeils d'adolescence. Une voix et un corps. Vous voyez ce corps de nous fantasmes? Elle était pleine, splentereuse, grande. Et je ne sais plus lequel de nous trois s'est fait renvoyer pour cette rime suffisante. Madame Beauregard, Madame Beauregard. C'était moi. Et loin de les regretter, j'ai entendu notre tête-à-tête avec fébrilité. Pensez donc, elle et moi face à face. Nous nous sommes expliqués. Non, c'est elle qui a parlé. Moi, je ne disais rien. Trop de bonheur. Tu es sorti de là en apaisanteur, transfiguré. Et nous nous demandions qu'est-ce qu'elle a bien pour lui faire, qu'est-ce qu'elle a bien pour lui faire. Toi, tu ne lâchais rien. Tu souriais, tu planais. Alors, nous forcément, nous nous imaginions des choses. Vous vous trompiez. Elle a parlé et je n'écoutais même ce qu'elle disait. Comme dit Felipe, j'écoutais la musique des savoirs, aérienne, chaude, caressante comme une vaisselle maternelle. Je suis parti de là avec son odeur en tête, son odeur de femme. Ah, belle enfant, qui que tu sois, tu nous amènes là en disant au souvenir. Dora est une rhénane de Francfort. Francfort est une ville sale, pluvieuse et charbonneuse. Son écartèlement entre les deux fleuves, le Rhin et le Main, est signe de sa duplicité. On ne peut faire le lit de deux fleuves à la fois. Le Rhin est un cours d'eau bâtard qui dispense ses faveurs dans toute la Rhénanie. Les contrées en aval y versent le souillure. Francfort, qui elle est dans le monde, devient le réceptacle de toutes ces abjections. Le Main, de son côté, charrie sur les berges de la ville une quantité non négligeable de déchets, lubricité, concupiscence, dépravation. Voilà. Les mamans nourricières de Francfort la lumineuse. C'est une ville de briques rouges, de gratte-ciel érectile, d'industrie nocive et de commerce illicite. On s'y livre sans vergogne à tous les trophées, à toutes les tractations des trafics nauséeux, ce que reprouve la morale. Ils sont devenus fréquents. C'est dans cette ville qu'est née Dora. Dora était une belle femme, une femme magnifique. Mon père,
était fou d'elle. Mais elle ne l'aimait pas. Elle ne l'a jamais aimé. Elle ne l'aimait pas non plus. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, c'est une vieille femme. Elle vit avec moi. Elle ne parle pas. Elle ne parle plus. Elle a perdu sa voix au milieu de la guerre. On ne sait pas pourquoi. Je suis vraiment fatigué. J'aimerais embrasser Vera et aller me coucher. Elle dort. Je vais la voir. Elle dort, Julius. Je vais l'embrasser. Elle n'est pas ici. Où est-elle? On ne savait pas retourner. Où est Vera? Elle a joué chez sa copine. Elle est restée dormir. Va me chercher Vera. Va me chercher ma fille. Je ne veux plus que ma fille aille chez étranger. Je ne veux plus que ma fille traîne dans une maison étrangère. Je ne veux plus que ma fille mange des plats étrangers. Qu'elle joue avec une étrangère. Qu'elle dorme dans une lit étrangère. Je ne veux plus. Tu es injuste. Ce ne sont pas des étrangers. Ce sont les voisins. Nos voisins. Leur fille a le même âge que notre Vera. C'est sa copine. Elle aussi dort chez nous. Elle mange chez nous. Il n'y a pas de mal. Tu es injuste. Je suis injuste. Tu trouves juste qu'un soldat allemand a passé 3 mois n'est rien foutre? Tu trouves juste qu'on peut décider un soldat allemand qui est sa mère comme un rat mort dans la campagne polonaise? Tu trouves juste qu'un homme, un père chez lui, sans pouvoir embrasser sa fille? Et une femme qui reste à nouvelle de son mari depuis 3 mois, et une mère qui vient pour rassurer sa fille, qui pleure après son père, une épouse qui ne pose pas les regards de son mari aux permissions. C'est juste, peut-être. Je vais me coucher. Julius est reparti. Je dis Julius, comme je dirais en sous classe, comme si je parlais d'un inconnu. On ne sait qui est un inconnu. On ne sait pas son nom, on ne connaît pas son odeur, et on ignore s'il a des mains. Un inconnu est rentré dans cette maison. Il était en Pâques, monsieur. Il a mangé le cochon de sa mère. Il a bu de la bière avec son père. Il a joué avec sa fille. Moi, je ne l'ai pas vu. Ou plutôt non. C'est lui qui ne m'a pas regardé. Ce que j'ai vu de lui, c'est son dos. Son dos fort, son dos donc fort que j'aimais caresser. Il y a longtemps. Il y a longtemps son dos. Mais pas seulement son dos. Son corps tout entier était d'une chape qui me chevauchait de la tête aux pieds. J'adorais ça. Aussi longtemps que je me souvienne, il n'était bon que ça. Me culbuter avec talent. J'adorais ça. Rien que pour ça, je l'aurais suivi au bout du monde. Je l'ai suivi dans cette maison. La maison de sa mère. Je ne sais plus
quand tout s'est détraqué. Un peu avant, un peu après. Je ne sais plus. Tout s'est détraqué. Plus de tendresse, plus de baisers, plus de culbutes, plus de paroles. Pourtant, il part. À chaque permission, il part. Il se part. Il part seul. Il part même quand il dort. Il part de ses exploits de guerre. Elga était saxon de souche. Sa famille d'ancienne implantation appartenait à la petite, la toute petite bourgeoisie, tout comme les Abraham. On raconte que son aïeul fut cuisinier dont on première vers l'an 950. Le souverain avait coutume d'organiser des joutes culinaires entre son duché, celui de Saxe, et le duché rival, celui de Rhénanie. L'aïeul d'Elga gagnait de temps en temps, mais son rival rhénan ne déméritait pas. La haine naquit entre les deux maîtres que ce qui devait être une compétition conviviale dégénéra en une animosité qui conduisit quelques siècles plus tard à la guerre de 30 ans. Ce n'est là qu'une légende. Ce qui en revanche est certain, c'est que Elga était bonne cuisinière, très bonne cuisinière, et qu'elle détestait toute comparaison, surtout avec la cuisine rhénane, la cuisine de Francfort. C'était une femme simple, peu affectueuse mais juste, honnête, ayant la voix de charbonnier. Il n'y a rien à dire sur elle. Ah si, elle faisait un gâteau à la pomme saupoudrée de cannelle. C'était exceptionnel. Vous raconterez du gâteau? Je veux bien, il est bon. Dora? Vous n'avez pas touché votre part. Goûtez-le au moins. Pour votre fille. On n'a pas tous les jours 8 ans. Je me souviens de mes 8 ans. Avec mes frères, nous habitions déjà le quartier de la maison. Comme tous les Athens, il y a plusieurs générations. Le jour de mes 8 ans, il faisait beau, comme aujourd'hui. Ma mère avait fait un cadeau à la pomme. Elle savait faire de bons gâteaux. Ce que j'aimais le plus, c'était l'arôme de la cannelle de Francfort, qu'il achetait sur le marché et qu'il mettait en pot pour les anniversaires. Le jour de mes 8 ans ressemble assez à ce jour-ci. Le même soleil, le même jardin, le même gâteau à la cannelle. Il n'y a que le truc qui a changé. Le jour de mes 8 ans, il n'y avait pas de bruit. Le bruit des araignées. Oui. Nous ont volé toute la nuit. Oui. Nous ont détruit la mairie. Je sais.
Ils sont différents. C'était le gâteau de ma mère. Tu devrais... Oui. Tu devrais mettre un peu plus de cannelle. De la cannelle. C'est la cannelle de Francfort. Oui, de la cannelle. On a frappé. Tu entends ça? Non? Et toi? Non. Peut-être les voisins. Les voisins, Ils viennent pour leur fille. elle joue dans la chambre de Vera. Elle doit dormir ici. Oui. Invite-les. Dis-leur qu'il est tout cassé. Monsieur le Président Ben Gurion, Shalom et paix, paix, paix sur vous et vos œuvres, dans lesquelles nous partent de le désert et les océans. La naissance de l'État d'Israël que vous avez proclamé le 14 mai 1948 était déjà au jour. Un immense joie pour toutes les communautés de par le monde. Mais la loi d'ouverture qui vient d'être décidée en cette année de grâce 1950 est un espoir. Un espoir que vous ne pouvez mesurer pour notre communauté. La terre promise. La terre promise. Nous allons rentrer en terre promise. Dieu soit béni. Nous sommes d'Israël, l'État d'Israël. Israël pour nous, c'est la promesse de ne plus subir de discrimination. Israël pour nous, c'est la promesse du droit à la santé, à l'éducation pour nos enfants, à la non-exclusion pour nos filles. Israël, c'est pour nous la fin des persécutions, des spoliations, des exterminations et des massacres. Songez donc, en 1616, nous étions près de 500 000 dans l'état de l'achat. Le dernier État juif de l'histoire, avant la création d'Israël, notre Israël. Songez donc, en 1860, nous étions 70 000 entre misère, sécheresse et conversion au christianisme ou à l'islam par peur de représailles. Songez donc, aujourd'hui, nous ne sommes plus que 30 000 et nous demandons notre lecture. Israël, c'est ne plus avoir à nous justifier, à nous défendre, à nous revendiquer, à prouver d'être ou de ne pas être. Nous sommes juifs, nés sur le bord du Nil bleu, dans la province de Gandhar, sur le haut plateau abyssin. Nous appartenons à l'ethnie Aboué, descendante de la tribu de Dan, l'une des 12 tribus d'Israël. Notre ancêtre est Ménélique, fils de Salomon et de la reine de Saba. Nous sommes juifs et depuis ce jour glorieux du 14 mai 1948, nous faisons alternativement un rêve et un cauchemar collectif. Dans notre rêve, comme une prophétie, nous chevauchons sur les ailes de Moïse et de Salomon. Nous survolons Haïfa, Beersheba, Ben Berak. Nous traversons les airs pour nous installer dans Jérusalem, notre capitale éternelle. Là, le tombeau de David, et ici, la mosquée d'Omar. Et oh, tout le haut devant nous, le mur de lamentation.
dans notre cauchemar, comme une malédiction, nous sommes cantonnés dans des cabanes de fortune aux alentours d'Addis Abeba. Il nous faut prouver notre judéité. On nous appelle du nom méprisant, de Falasha, les étrangers, les migrants, les exilés. On nous prédit que là-bas, sur notre terre d'origine, nous serons toujours les chiens, les nègres, les moins que rien. On nous astreindra au bain rituel. Quand jettera notre sang parce qu'il est impur, indigne de nos frères Askenaz, de nos sœurs séparées. Citoyens de cette zone, sur notre terre, chez nous. Ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Nous sommes Israël, bétail Israël, et nous rentrons en terre promise bientôt, tout bientôt, Monsieur le Président. Shalom, shalom, shalom et paix. C'est bon, vous pouvez aller.